troisième session de cette assemblée sur le travail au cœur de la transition écologique. J'ai préparé une petite transition et puis ensuite on entendra donc deux témoignages et puis ensuite Annie qui co-anime cette session avec moi vous présentera des réflexions sur les propositions politiques un peu comme on a essayé de le faire ce matin pour lancer aussi la discussion après. Alors, dans ce cadre, ici, on devrait être à peu près d'accord qu'une transition écologique est urgente, même nécessaire, une révolution écologique et sociale pour atténuer les catastrophes environnementales en cours, maintenir les conditions matérielles d'une bonne qualité de vie, d'une bonne santé pour les êtres humains et les autres vivants. Il y a des propositions politiques, certes minoritaires, qui mettent en avant, dans les débats, y compris là, des élections, des propositions telles que une transition vers des énergies renouvelables, le recyclage systématique des matériaux, la réduction du trafic aérien, le développement des transports collectifs de proximité, la transformation radicale du modèle agroalimentaire, jusqu'à une relocalisation générale de l'économie. Mais en général, eh bien, ces perspectives se résument autour de deux axes. Créer des emplois verts, des emplois pour la transition, et financer cette transition. Alors donc, dans le cadre des ateliers Travail et démocratie, avec l'approche qu'on cherche à porter, à mettre en débat, eh bien, il nous semble qu'il y a deux autres conditions, peut-être, moi c'est ce que je défends aussi, plus fondamentales. D'abord, la reconnaissance et le soutien de l'enjeu écologique crucial des activités de travailleurs et travailleuses parmi les plus dévalorisées, les plus méprisées aujourd'hui, dans les métiers du nettoyage, du nettoiement, du BTP, de la santé, de l'agroécologie par exemple. Et puis, deuxième condition, la démocratisation du travail pour mettre toutes les activités, et je dis bien toutes les activités socialement instituées comme du travail, au service du soin de la planète, de la santé, de la vie, plutôt que du profit et de ces logiques liberticides et mortifères. Donc c'est l'orientation qu'on défend et dont on pourrait discuter, évidemment, donc à partir de cas et de témoignages concrets. L'idée selon laquelle ce sont les connaissances, les initiatives des travailleurs et de travailleuses, plus fondamentalement que celles des institutions politiques ou de l'activité militante, qui souvent d'ailleurs est du travail non reconnu, eh bien, ce sont ces perspectives, ces activités et initiatives des travailleurs travailleuses qui sont décisives pour concevoir une révolution écologique et sociale. Et ça manifeste, ça nécessite sans doute des moyens considérables en termes de formation, de temps, on en a pas mal parlé ce matin, de savoir-faire, de temps de délibération, d'enquête, et aussi des institutions démocratiques dont on est très loin de disposer aujourd'hui. Donc c'est à ce type de réflexion qu'on veut inviter dans cette session. Et la méthode, comme ce matin, comme dans la session suivante qu'on propose, eh bien, c'est celle de l'enquête sur le travail réel, sur les luttes syndicales, sur les combats des travailleurs et travailleuses pour leur santé, celle des habitantes et de tous les vivants. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement renvoyer, donc on a écrit cette session est liée aussi à une première ébauche de réflexion qu'on a commencé dans l'atelier Travail Écologie. Annie, tout à l'heure, va vous dire ce qu'on a prévu déjà pour la suite, mais qu'on veut mettre en discussion et construire avec toutes et tous. Sur le site, il y a un petit texte donc, collectif qu'on a écrit en 2019 où on détaille un petit peu ça, y compris du point de vue de l'enjeu, à notre avis, très important de la rencontre entre syndicalisme et mouvement écologiste. Je vais simplement dire que, eh bien, on avait identifié de ce point de vue 3 axes qui, en guise d'introduction, que je rappelle simplement. Il y a assez peu en fait d'occasions de discuter de cette question du travail et pas seulement de l'emploi dans la transition ou la révolution écologique. Les propositions politiques, il n'y a quasiment rien sur cette question-là. Bon. Mais donc on s'est dit qu'il y avait besoin d'une réflexion un peu fondamentale au long cours. Donc pour identifier des enquêtes, des expérimentations qui prennent spécifiquement pour objet
ces enjeux écologiques du travail. 2, de questionner le rapport entre syndicalisme et militantisme écologiste. C'est aussi ce dont on pourra parler là tout à l'heure à partir des témoignages. Et puis, enfin, examiner la question prospective dans ce dont on parle, la planification, les scénarios de transition. Encore une fois, on parle souvent de finances, on parle parfois d'emplois, on va créer des centaines de milliers d'emplois. Mais qu'en est-il du travail réel, travail concret et de toutes les transformations, sans doute assez radicales, qu'il faudrait mettre en œuvre dans tous les secteurs, dans le cadre d'une révolution écologique et sociale. J'arrête là pour l'introduction et je présente tout de suite donc, nos 2 intervenants. Alors d'abord Arnaud Dausser, qui est donc de la CGT Chapelle d'Arblay, et qui va nous parler de cette mobilisation donc, contre la fermeture d'une papeterie et qui pose la question aussi de l'avenir d'une filière et de l'importance que les travailleurs, travailleuses et puis les syndicats interviennent, se mobilisent et proposent pour cet avenir. Et puis ensuite, Grégoire Carpentier, qui est donc ingénieur aéronautique et cofondateur de Supaéro Décarbo, un collectif visant à décarboner le secteur aérien. Donc on aura deux secteurs, la papeterie, le recyclage et puis le transport aérien. Je te passe tout de suite la parole. Merci. Alors, juste une précision, je ne suis pas syndiqué CGT, mais je suis représentant du Collège Cadre. J'excuse, je suis chargé d'excuser, malheureusement, la pandémie est aussi passée chez mes 2 collègues, et donc je les représente. Bien évidemment, je m'associe pleinement au combat avec la CGT, et c'est pour ça qu'ils m'ont fait pleinement confiance en me laissant venir ici. Sinon, bien évidemment, on se serait arrangé différemment. Ceci étant dit, je vais vous parler de la Chapelle d'Arblay. La Chapelle d'Arblay, c'est une usine emblématique de l'économie circulaire en France, puisque c'est une usine qui a près de 100 ans. C'est une usine qui a initié en France le recyclage des papiers, de nos papiers, donc la boucle dès 85, pour être la seule usine qui produisait du papier 100% recyclé, papier journal 100% recyclé à destination bien évidemment de la presse locale, nationale, européenne et mondiale. Chapelle d'Arblay, c'est surtout un exemple de développement durable. C'est une usine qui recyclait le papier de plus de 28 millions d'habitants trieurs, notamment de la région parisienne, qui était notre principal fournisseur. C'est une usine qui est complètement décarbonée, puisque certes, une papeterie est très énergivore, mais nous avons, depuis 2007, utilisé une chaudière biomasse qui nous permettait non seulement de décarboner, de produire notre vapeur de manière décarbonée, mais également de générer ce qu'on appelle des green fees, qui étaient par ailleurs valorisables à hauteur d'un excédent de près de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes de droits à polluer, voilà ce que pouvait, et voilà pourquoi aussi intéresser Chapelle d'Arblay intéressait le groupe. C'est une usine aussi qui était novatrice dans le transport fluvial, puisque dès 2005, nous avons initié les premiers transports de matières recyclables de Paris à Rouen, donc des centres de tri parisiens vers Rouen. Bref, tout ça pour vous dire que cette usine, qui est l'exemple type de ce que les politiques attendent de la transition, attendent de leur industrie en termes de décarbonation, en termes d'inscription dans la transition de l'économie circulaire, eh bien, cette usine est fermée, est à l'arrêt depuis le mois de mai 2020. L'ensemble de mes collègues, de nos collègues, sont licenciés depuis juillet 2020. Et donc nous sommes 3 à nous battre depuis maintenant près de 800 jours. Nous sommes également licenciés depuis maintenant 2 mois. Et donc nous sommes 3 à nous battre pour justement faire en sorte que cette usine qui a fermé, j'aurais dû commencer par ça, pour des raisons de perte de compétitivité, donc de moindres bénéfices, qu'elle puisse repartir sur d'autres projets papetiers. Donc dès l'annonce en septembre 2019 de la fermeture du site, outre l'aspect social qui a été initié par mes 2 collègues, qui chacun a ses spécialités, mais il fallait mener de front à la fois la négociation de l'avenir de nos collègues qui allaient se retrouver licenciés, et également l'avenir de l'industrie au travers de projets papetiers, puisque pour nous, c'était une ineptie, un contresens que de laisser quelque part se voir imposer ce diktat d'un ordre établi économique,
puisque le papier que nous produisions sur le site Chapelle-Darblay, les 260 000 tonnes de papier journal qui alimentaient notamment la presse locale et nationale, eh bien, ce papier recyclé part désormais sur nos autres usines en Allemagne, donc outre-Rhin, et les flux de papier, notamment vos papiers, à vous, les habitants de la région francilienne, partent aujourd'hui, comme les papiers normands, outre-Rhin. Donc ce sont des camions qui font 800 km aller-retour. Et rien que pour la Normandie, nous avons chiffré l'excédent de kilométrage camion à près de 2 500 000 km par an. L'excédent pour faire trier les papiers des Normands. Donc vous imaginez pour la région parisienne, sachant, comme je vous l'avais dit précédemment, que les papiers avaient été organisés de manière à être acheminés de Paris vers Rouen en fluvial. Ça, c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce qui nous a motivé fortement à trouver les solutions et à dire au groupe, eh bien, ce qui va se passer, certes, vous fermez un site et donc vous allez devoir vous inscrire dans un dispositif Lorange, et je pense que ça, c'est peut-être un point de discussion après, eh bien, nous allons vous dire ce qu'il faudrait faire de ce site. Donc nous avons mis en œuvre, avec l'ensemble des collectivités qui sont en charge de l'animation économique, un financement pour étudier, pour faire une étude à la fois technique et économique de l'orientation qu'on pourrait avoir au site. Et donc nous avons fait marcher des pôles de compétitivité comme le Centre technique du papier de Grenoble, et nous avons fait appel à des ingénieurs qui travaillent notamment, des économistes qui travaillent notamment avec l'ADEME, pour valider les orientations que le CTP nous a préconisées. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ces études ont apporté des conclusions très, très positives, hein, notamment sur ne serait-ce que la continuité, de continuer à faire du papier journal. Le papier journal, certes, est en déclin, il y a moins de lecteurs, mais il y a toujours un marché. Mais surtout, faire de l'emballage, faire du papier pour isolation, et par là même préserver l'économie circulaire du recyclage, de nos recyclages à nous. Donc là, maintenant, je vais passer à un deuxième point, c'est que on s'est heurté quelque part à un choix, encore une fois, un choix économique et un choix du propriétaire du site qui, lui, a décidé que cette usine fermerait. Donc il a fallu se battre contre la fermeture du site en justement, quelque part, en venant contrarier le dispositif Lorange et en menant nous-mêmes les recherches de repreneurs. Puisque le dispositif Lorange, et ça c'est peut-être un point qu'il faudra que vous évoquiez, mais oblige une entreprise, un propriétaire, à rechercher, à tout mettre en œuvre pour chercher un repreneur, mais n'a pas l'obligation de trouver un repreneur. Et donc, on l'a bien vu, c'était EY qui nous a fait cette recherche. On a bien vu que quand vous demandez à un cabinet spécialisé de ne pas trouver, il ne trouvera pas. Et en tout cas, il n'ira pas chercher, là, il pourrait y trouver. Donc ça, c'est tout l'enjeu, c'est tout ce qui nous occupait dans un premier temps. Donc on a usé de toutes les voies juridiques qui étaient permises aux IRP pour repousser les délais à chaque fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, 1 an et demi après le clap de fin, eh bien, nous sommes toujours là et nous avons toujours encore des leviers pour peser. L'autre point qui est important, et je pense que là c'est un point aussi déterminant dans le débat, c'est que la CGT, nous sommes rapprochés de la Fédération et de la Confédération et de Philippe Martinez. Et quelque part, Philippe Martinez lui a un propos qui disait, en gros, qui consiste à dire « cultivons ce qui nous rassemble ». Et donc, quelque part, en élargissant son approche, il s'est rapproché des ONG et il nous a rapprochés aussi du collectif Plus Jamais Ça, qui nous a permis de faire une action spectaculaire à Bercy en mai 2021. Où au petit matin à 6h, ils sont intervenus en mission commando et ils ont mis le long de la Seine des petites figurines, des pantins avec une banderole déroulée juste sous les fenêtres de Bruno Le Maire. Oui à la transition écologique et industrielle, sauver Chapelle-Darblay. Mais voilà, pour autant, ça a été compliqué. La ministre n'avait pas voulu nous recevoir le collectif. Et donc on a dû batailler ferme. Et Philippe Martinez, comme le patron de Greenpeace, il y avait également Oxfam, il y avait Attac, les Amis de la Terre, etc. Toutes les organisations étaient là, j'en oublie. Eh bien, il a fallu qu'il patiente une bonne partie de la journée sur le quai avant qu'on puisse être reçu. Mais en tout cas, le gouvernement ne voulait pas recevoir les ONG. Il voulait recevoir les syndicalistes, mais pas les ONG. Un autre point aussi, donc là je vous parlais aussi de ce... je vous parlais aussi de... donc on a été reçus finalement par le ministre qui nous a
nous a fait une réponse très, très bateau, hein, que oui, bien évidemment, elle tenait à la transition et au recyclage, mais bon, bref, ça n'a pas avancé le débat. Donc, je vous parlais tout à l'heure, et je vais en finir par là, du droit de propriété qu'il nous a fallu en permanence combattre, le droit de propriété qui a fait que l'entreprise, le groupe UPM, un groupe finlandais, a décidé de vendre le site à l'issue de la recherche EY, à vendre le site à un consortium que nous identifions comme un consortium de prédateurs immobiliers dont l'objectif serait de faire de l'hydrogène. Ça, c'est le grand... Quand vous fermez un site industriel en France, vous avez tout de suite un projet industriel, c'est le truc magique qui va sauver des emplois et régler la problématique, ça c'est merveilleux. Mais dont la conséquence aurait été, d'une part, de raser l'ensemble du site industriel et des machines. Il faut savoir que sur notre site, c'est un capital investi sur ces 35 dernières années de près de 650 millions d'euros. C'est très compliqué ensuite de repartir de zéro. Donc ça, c'est le premier point. C'est surtout un process qui a encore un intérêt dans la filière de recyclage en France, puisqu'il peut recycler, il est en capacité de recycler, de transformer des matériaux, papier ou carton, pour une population plus qu'importante. Je parlais tout à l'heure de 28 millions d'habitants trieurs. C'était aussi ce projet hydrogène, quelque part, déjà était complètement hypothétique parce qu'il est basé sur un investissement de 450 millions d'euros, mais des investissements publics. Donc il fallait qu'ils aient des garanties pour obtenir une partie du plan de relance, une partie du fonds hydrogène et une partie des fonds de transition juste, du Green Deal. Alors que ces mêmes appels d'offres n'étaient absolument pas sortis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est en termes d'emploi, c'était un emploi industriel pour 2 emplois induits. Et c'était 3 fois moins d'emplois que nous. Alors que nous, dans notre projet industriel, c'est 3 fois plus d'emplois. On part tout de suite à près de 300 salariés. Et c'est du 1 pour 3, voire du 1 pour 4 quand il s'agit d'industrie lourde. Et surtout, sur une zone industrielle et portuaire, ça, bien évidemment, ça mobiliserait immédiatement l'ensemble des emplois locaux. Et j'en finis là. C'était aussi un projet qui ne démarrerait, s'ils obtenaient l'ensemble de ces financements, qui n'auraient pas démarré avant 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'on nous dit, c'est le projet miracle, mais par contre, les emplois, il faudra attendre 2027 ou 2030. Voilà ce qu'on nous dit, et c'est pour ça que nous nous battons jusqu'au bout, sachant par ailleurs qu'on sait que l'acteur qui est positionné, et là c'est du copinage politique, est un copain du patron de la région Normandie, et qui n'a jamais produit la quelconque molécule d'hydrogène. Et sachant que nous avons aussi interpellé, parce qu'on fait du syndicalisme intelligent, on nous taxe un peu d'être des bœufs, mais on a quand même interrogé Hydrogène France pour leur dire, est-ce qu'on fait fausse route? Est-ce que c'est vraiment pertinent ce projet d'hydrogène? Et la réponse a été cinglante, c'est une connerie. On leur a dit, c'est une connerie. Par contre, on ne peut pas le dire publiquement pour des questions d'intérêt croisés, etc. Voilà, tout ça pour dire qu'on a sorti d'ailleurs un slogan, Sauver Chapelle-Darblay, un geste simple pour l'environnement, et c'est ce qui nous anime depuis maintenant près de 800 jours. Le dernier point, le 31 décembre, pour contourner définitivement ce projet, ce droit de propriété, on a convaincu le patron de la métropole de Rouen de préempter le site de manière à pouvoir nous laisser positionner notre projet. Et ça va intervenir, on l'espère, en vote du Conseil métropolitain le 31 janvier prochain. Donc après 800 jours de combat, on aura contourné ce droit de propriété et on aura une chance peut-être, nous l'espérons, mais elle est plutôt bien aboutie parce qu'à côté, on a mobilisé un consortium industriel sérieux. Je pense que nous allons pouvoir, d'ici à cet été, positionner notre projet papetier et garder cette cohérence et qu'appelle de leur vœu d'ailleurs le gouvernement actuel. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Grégoire Carpentier. Je suis très, très heureux d'être ici parce que les sujets qui vous animent me tiennent à cœur et j'ai finalement assez peu dans mon expérience de réflexion autour de la transition et de la décarbonation l'occasion d'aborder ces sujets puisque moi, je suis avant tout un ingénieur et donc j'ai tendance à penser les choses par la technique d'abord. Donc effectivement, je suis ingénieur aéronautique de formation. Je ne travaille pas dans l'aéronautique. J'ai fait une école d'aéronautique en France située à Toulouse. J'ai beaucoup de mes amis qui travaillent dans le secteur et qui ont été donc touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Et ça fait maintenant quelques années que je me pose des questions sur
les enjeux, on va dire, de la transition écologique, mais avant tout énergétique, et je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur le caractère énergétique, et que je cherche, en tant qu'ingénieur, quel rôle je peux y jouer. Et donc, j'ai trouvé personnellement 2 réponses. La première réponse, c'est de travailler bénévolement pour un think tank qui s'appelle le Shift Project, et qui est un des think tanks de la transition carbone en France, pour l'instant en France, mais j'espère bientôt avec une aura un peu plus internationale. Et la deuxième chose qu'on a faite avec un ami, c'est qu'on s'est dit qu'on avait dans le sujet du monde de l'aéronautique des discours dans le domaine public qui nous ne satisfaisaient pas du tout, puisqu'on avait l'impression qu'on avait le choix entre soit un discours complètement technosolutionniste et climato-sceptique, soit un discours d'avion bashing, il fallait clouer les avions au sol et puis éventuellement de temps en temps les repeindre en vert. Et donc ces 2 extrêmes ne nous satisfaisaient pas, et on pensait qu'il y avait une autre voie à trouver, et qu'il fallait qu'on trouve cette voie pour qu'on se parle avec l'ensemble des parties prenantes. Du secteur, de la décision publique, et puis des usagers du transport aérien et des gens qui y travaillent. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de la jeunesse de Super Héros Décarbo. En travaillant avec le Shift, on a réfléchi à comment on pourrait dessiner des trajectoires de transformation du secteur qui seraient compatibles avec les enjeux de transition écologique et énergétique. Donc juste pour vous rappeler quelques ordres de grandeur, si vous ouvrez le 6e rapport du GIEC qui est sorti au début août, vous y trouverez la confirmation d'un certain nombre de choses que le GIEC disait déjà avant, mais dont le niveau de certitude a augmenté. C'est que si on veut avoir une chance de rester sous une augmentation de température inférieure à 2 degrés à l'horizon 2100, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an. C'est à peu près l'ordre de grandeur de ce que la crise Covid a provoqué cette année. Donc ça veut dire en 2020. Donc ça veut dire que chaque année, vous rajoutez un Covid supplémentaire. Ça vous donne l'ordre de grandeur de l'effort auquel il faut consentir pour y arriver. Donc cet enjeu, il est tout à fait inédit, il est tout à fait sidérant. Tout le monde n'importe qui réalise l'effort auquel il va falloir consentir est frappé de presque d'inanité devant l'enjeu. Et c'est particulièrement vrai pour des secteurs qui sont très énergétiques. Donc un avion, typiquement, a besoin d'énergie, ne serait-ce que pour se maintenir en l'air avant de pouvoir avancer. Et donc il y a une question qui est fondamentale pour le transport aérien, c'est comment on transitionne. Et donc quand vous voulez transitionner, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous le faites par l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que pour le même usage, vous utilisez moins d'énergie. Soit vous décarbonez l'énergie, soit vous utilisez tout simplement moins le service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Alors, nous, on a essayé de proposer un cadre méthodologique dans lequel essayer de penser la transformation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idée de ce cadre, c'est de proposer une analyse qu'on peut piloter par les risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur mise énormément sur une transformation qui est guidée par les progrès techniques. Il a raison de le faire parce que, évidemment, on a parlé de l'hydrogène tout à l'heure, mais il y a énormément de choses à inventer sur le plan technologique pour nous sortir du pétrin dans lequel on est. Donc il a raison d'insister sur cette voie-là. Le problème, c'est que le temps joue contre nous. Alors le temps joue contre nous parce que, encore une fois, il faut faire un petit peu de physique climatique. Ce qui va déterminer notre futur, c'est pas la quantité d'émissions auxquelles on sera capable de se restreindre en 2050 ou en 2100, c'est la quantité totale d'émissions qu'on va émettre entre aujourd'hui et 2100 ou 2050. Autrement dit, le problème est le suivant. Plutôt que de vous dire, on a l'impression qu'on vous dit il faudra qu'on se mette au régime en 2050, mais c'est pas ça. Le problème, c'est vous avez un stock de nourriture dans une pièce et vous avez uniquement ce stock pour manger entre aujourd'hui et 2050. Et évidemment, quand vous prenez le problème comme ça, vous ne vous comportez pas exactement de la même façon. Donc, penser le problème comme ça veut dire que si jamais on n'arrive pas à être suffisamment sobre en énergie au long de la décroissance d'émissions à cette trajectoire à laquelle on essaie de coller,
eh bien, ça veut dire qu'il y a un moment, eh bien, on n'aura plus rien dans l'entrepôt de nourriture, on n'aura plus rien à manger. Et penser les choses comme ça veut dire par exemple, ok, Airbus va faire un avion à hydrogène en 2035, mais si jamais il arrive en 2040, qu'est-ce qui se passe? Ça change quoi vis-à-vis du stock de nourriture? Si jamais on n'a pas suffisamment d'hydrogène décarboné en 2035 pour pouvoir faire voler les avions, qu'est-ce qui se passe? Et là où le secteur est dans une situation difficile, c'est que tout ce que les ingénieurs aéronautiques peuvent faire, c'est travailler sur des avions plus performants, travailler sur des changements de carburant, des changements de mode de production, de propulsion, mais ils ne peuvent pas travailler sur le secteur énergétique parce que ce n'est pas leur secteur. Or, tout le point névralgique, c'est la décarbonation de l'énergie. Alors nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que dans l'enveloppe de l'entrepôt de nourriture qu'on peut consommer entre aujourd'hui et 2050, il y a des scénarios industriels et énergétiques dans lesquels la croissance est possible. Mais ces scénarios sont extrêmement risqués. Donc si jamais, au moment où on dévie de la trajectoire optimale, on a des conséquences qui sont potentiellement funestes sur la demande de transport aérien et donc sur l'emploi. Donc j'en viens à l'emploi. Dans une logique de transformation écologique, on a un sujet énergétique et un sujet de ressources. Alors, énergétique parce qu'on a un monde qui fonctionne aujourd'hui sur des énergies fossiles. 80% de l'énergie mondiale est fossile. Il y en a un stock fini. Et donc, à bout d'un moment, quoi qu'on fasse, elle va s'épuiser. Impact climatique ou pas. Et donc, les ressources, c'est pareil. On a un stock de ressources finies. Et donc, il faut faire transitionner un monde qui s'est construit sur le fait que les ressources étaient abondantes, gratuites, et qu'en plus on pouvait les jeter, les déchets, soit dans la terre, soit dans l'atmosphère dont on n'avait plus besoin, en quelque chose qui est circulaire. Donc ça veut dire qu'il faut faire transformer toute une société qui s'est développée dans une logique de stock vers une logique de flux. C'est l'inverse du problème précédent où on a un stock d'émissions à émettre auxquelles on peut qu'on peut se permettre d'ici 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des contraintes qui sont d'ordre physique sur la disponibilité des énergies qui nous restent, sur la vitesse à laquelle on va pouvoir extraire des énergies de flux de la nature. Donc, par exemple, si vous voulez faire de l'hydrogène décarboné, il vous faut de l'électricité elle-même décarbonée. Donc, tout dépend si vous voulez le faire avec des énergies, par exemple avec des éoliennes, ça dépend de la vitesse avec laquelle vous allez pouvoir extraire de l'énergie mécanique éolienne que vous allez transformer ensuite en électricité, puis ensuite en hydrogène. Et ça, il y a une limite physique. Vous pouvez déployer tout ce que vous voulez. On ne peut pas aller aussi vite qu'un stock de pétrole ou un stock d'uranium que vous avez à disposition. Et donc, forcément, si vous voulez, les contraintes physiques et énergétiques, et on peut même dire qu'on peut même inclure les contraintes sanitaires dedans, parce qu'elles font partie de contraintes finalement physiques, vont être de nature à affecter, selon nous, à la fois l'offre et à la fois la demande de transport aérien. Donc forcément, on va se trouver dans des trajectoires qui seront risquées, où plutôt que d'avoir une courbe de croissance linéaire ou une courbe peut-être même de décroissance linéaire, on va avoir des oscillations. La première oscillation qu'on a connue, c'est celle que nous a montré la crise sanitaire. Et la crise sanitaire a révélé le caractère structurellement peu résilient de notre industrie aéronautique, avec des sous-traitants de rang très inférieur qui sont retrouvés dans une situation très, très, très complexe à gérer. Et donc, si ces oscillations se perdurent dans le temps à l'avenir, au bout d'un moment, le gouvernement ne pourra peut-être pas sortir de l'argent à mettre sur la table pour servir d'amortisseur, et donc il faut qu'on ait d'autres amortisseurs. Donc on pourra développer ça dans la discussion, mais les travailleurs et leur rapport à leur emploi sont sans doute une source de solutions pour imaginer des amortisseurs possibles. Et on a déjà eu des expériences comme ça dans le passé, où des salariés du secteur aéronautique ont imaginé d'autres solutions, d'autres objets à produire que des avions. Voilà, donc nous, la question qu'on essaie de se poser, qu'on essaie de mettre sur la table, que lorsqu'on rencontre des personnes du secteur, que ce soit des travailleurs, des dirigeants, que ce soit des membres, des parlementaires, que ce soit des membres du gouvernement, parce qu'on a la chance de pouvoir en rencontrer, on essaye de mettre sur la table ce côté de résilience et de la nécessité d'avoir des amortisseurs dans notre appareil industriel. À chaque fois, on est très écouté. On dit ouais, c'est super intéressant ce que vous me dites, parce qu'effectivement, le problème, vous le posez bien, c'est bien ça le problème.
mais c'est un problème qui ne ressort jamais dans le débat public. Et donc, nous pensons qu'on a intérêt à venir rencontrer des gens qui sont plus proches de la base, plus proches du travail, pour que ce type de réflexion puisse émerger dans le débat public. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Alors, en prévision du débat et pour essayer justement d'approfondir un peu les questions et propositions sur lesquelles on a envie effectivement d'avancer, voici quelques-unes des propositions que nous mettons en débat, qui permettraient de faire transition vers une transition écologique, mais pilotée par les travailleurs. Alors, la première, c'est la question de la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants, et je dirais même des actionnaires, concernant les crimes industriels et les crimes d'écocide. Alors, c'est une revendication qui est souvent portée par l'association Henri Pézra, Santé, Travail, Environnement, qui est une association qui apporte son soutien aux luttes pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement, et dont l'objectif est notamment de faire reconnaître les responsabilités de ceux qui prennent les décisions dans tout ce qui est justement développement, organisation économique, organisation du travail. Et un des points sur lequel nous essayons d'avancer, mais ce n'est pas facile, à partir d'un certain nombre de procès, c'est que les conséquences délibérément consenties par les auteurs qui conduisent à mettre en danger la vie ou la santé des personnes par la violation d'une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ça c'est le code pénal, que ces conséquences soient imputées et condamnées, et que leurs responsables soient effectivement condamnés. On a des procès par rapport à l'amiante qui ne sont toujours pas venus en procès depuis 25 ans, alors que les plaintes ont été déposées il y a 25 ans. Le deuxième point sur lequel on voudrait revenir dans les débats, c'est l'interdiction de la sous-traitance sur les sites à risque et de la sous-traitance en cascade. Alors c'est vrai que ça aussi c'est une revendication qui est portée depuis des années par un certain nombre de collectifs syndicaux et associatifs. Ça pose des problèmes parce que la sous-traitance est maintenant tellement ancrée que c'est peut-être pas si simple, mais on peut en discuter. Troisième proposition, c'est la création de comités travail, santé, environnement avec intervention d'organisations de la société civile, environnementale et de la santé. C'est-à-dire que c'est en fait rétablir les CHSCT, il faut appeler les choses par leur nom, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un décloisonnement entre le travail syndical et le travail citoyen à l'extérieur de l'entreprise. Quatrième proposition, droit de veto suspensif sur les projets ou réorganisations potentiellement toxiques pour la santé mentale, physique ou environnementale. Je dirais que là, on a un exemple avec la chapelle d'Arblay d'une situation qui est emblématique de cette proposition. Cinquième proposition, droit à la formation sur les questions environnementales. Alors là, on sait que c'est quelque chose qui est très très peu porté à l'heure actuelle dans l'espace du travail, alors qu'il est probable que s'il y avait davantage de formation et de réflexion autour de ces enjeux, cela aiderait à ce que des questions environnementales soient portées par le mouvement syndical. Institution et une autre proposition aussi, qu'il y ait création d'institutions mixtes, travailleurs, société civile, habitants, pour décider des besoins prioritaires, planifier la transition au niveau territoriaux et des bassins d'emploi.
Alors là, je renvoie au livre d'Alexis, Le travail démocratique, ou celui de Thomas sur libérer le travail. En fait, c'est là où il y a un besoin impératif de planifier démocratiquement la transformation écologique de la production, les réorganisations du travail. On parlait du temps de travail ce matin. En fait, on a bien vu que il n'y a pas je dirais, d'automaticité dans les décisions qui doivent être prises et que bien souvent, elles ne conduisent pas à ce qu'on voudrait si elles ne sont pas adoptées dans un contexte de réelle concertation démocratique et prise de pouvoir ou reprise de pouvoir par les travailleurs sur les conditions et l'organisation du travail. Donc voilà, maintenant on va ouvrir la discussion, mais ça permet de situer un peu les propositions auxquelles qu'on soumet à la discussion maintenant. Oui, alors c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que les travailleurs ils exercent leur pouvoir d'agir sur la question. Et c'est vrai que la démarche d'enquête, comme tous les autres sujets, je pense qu'elle est essentielle. C'était venu ce matin, alors c'est vrai que la démarche d'enquête, elle n'est pas uniquement pour nous connaître les choses, c'est aussi pour une prise de conscience des travailleurs de leur pouvoir d'agir. Alors je donne juste un exemple, cette semaine j'ai fait 2, dans le cadre d'un travail sur le travail et vivant, j'ai fait deux auditions justement sur le travail. Et là, j'ai dossiné un travailleur qui travaille dans le plastique. Il dessine en CAO les tableaux de bord de voitures. Et donc, il commence à prendre conscience du recyclage. Et il me dit que le tableau de bord aujourd'hui, il y a des matières. Alors, il y a en théorie, tous les plastiques sont recyclables, qui vont dans le tableau de bord sont recyclables, sauf que alors il y a y compris du bio, il y a du lin, il y a tout ça, sauf que de plus en plus, c'est des matières qui collent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a 36 matières différentes et que c'est impossible à recycler. C'est-à-dire que le tableau de bord d'aujourd'hui est moins recyclable que celui d'hier. Et ce sera le même tableau de bord qui sera sur les voitures électriques. Ouais. Donc là, concrètement, c'est ça, ça veut dire, c'est cette transition-là, si les travailleurs... Alors, eux, ils commencent à prendre conscience, les travailleurs, là où il est, de ce problème-là. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, il y a une poussée de rentabilité, et c'est plus rentable de coller différentes matières ensemble et que de les fixer par des tas d'autres systèmes. Et c'est le même problème pour les portables. Par exemple, les ordinateurs portables, maintenant, les batteries sont soudées. C'est-à-dire que c'est de moins en moins démontable. Et donc, si on veut parler de recyclable, il faut qu'on mette en débat toutes ces questions-là. Et je pense que ceux qui sont en première ligne de voir ce qui se passe, c'est les travailleurs eux-mêmes. Et c'est pour ça que la démarche d'enquête, elle est essentielle, parce qu'ils prennent conscience de leur propre intervention. Oui, là moi, je me pose des questions sur tous ces secteurs dont on sent bien qu'il va falloir que ça évolue énormément, et notamment avec d'abord de la sobriété et puis après ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que, quand on voit, y compris à la télé, etc., tout de suite, chaque fois qu'on ferme, j'en sais rien, on ferme une centrale nucléaire, ou bien là c'est un peu en péril chez l'aviation ou dans les voitures, et tout de suite les gens se mobilisent en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et c'est très, très compliqué quoi, de résoudre ce problème. Je suis pas sûr. Alors on peut laisser les gens de la base en discuter, etc. C'est bien de les former à ça, qu'ils comprennent bien les enjeux, etc. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Alors derrière, je pense qu'il y a un énorme défi
de formation professionnelle, y compris en vue de reconversion. Et donc là, il y a un vrai travail à faire collectif, déjà toute la société, hein, de dire effectivement, bon, on va trier un peu dans les secteurs et puis dire quels sont les secteurs de demain, quels sont les secteurs d'aujourd'hui. Et puis après, comment chaque travailleur peut se positionner par ça, se reconvertir éventuellement. Et c'est sans doute pas le CPF qui sera suffisant pour avoir des formations suffisantes pour des grosses reconversions. Là, il y a un énorme défi. Par contre, il y a aussi, je pense, pour les travailleurs, quelque chose de très positif, c'est le sens que ça peut donner. De quitter un secteur, entre guillemets, d'hier pour aller vers un secteur de demain, ça devrait avoir du sens, ça devrait être mobilisateur. Il faut vraiment arriver à booster ça, enfin, faire passer ce message, hein, que ce n'est pas, entre guillemets, la fin du monde, c'est au contraire un monde nouveau qui s'ouvre. Il y a plein d'opportunités, c'est souvent des trucs super intéressants à faire. Enfin, moi, je le vois bien dans l'agriculture. Hein. L'agriculture, la transition agroécologique, c'est passionnant, ça attire du monde. Par contre, pour ceux qui sont dans un modèle d'avant, c'est très compliqué quoi, de faire la bascule. Donc, il faut vraiment positiver là-dessus. Et puis après, accompagner, donner les moyens de formation, les moyens de reconversion, etc. Il y a un sacré défi, mais c'est sacrément passionnant, quoi. Alors, merci. C'est vrai que si on regarde tous les scénarios de prospective, on sent bien que l'idée, c'est qu'il y ait une perte progressive d'emplois dans des secteurs qui ne sont plus des secteurs d'avenir et que ces emplois soient réinvestis ailleurs. La question, c'est comment on le fait. Donc aujourd'hui, par exemple, un des instruments imaginés par la Commission européenne pour ça, c'est la fameuse taxonomie verte, qui va vous dire, en gros, qui va vous permettre de dire, est-ce que vous investissez dans un secteur d'avenir compatible avec transition, ou est-ce qu'au contraire, c'est un secteur du passé. Alors ça, l'idée, bon, en soi, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça veut dire que derrière, ce qui est pensé comme de façon sous-jacente, c'est que une société basée sur une économie de marché va s'auto-organiser pour transitionner toute seule. Et en fait, alors moi je pense que pour un tas de raisons, ça ne va pas se passer comme ça, et qu'on a effectivement une question à se poser sur comment on motive des gens à changer. Alors, il y a la question de la formation que vous avez évoquée, qui est absolument fondamentale à tous les niveaux de l'entreprise, mais une question qui me paraît intéressante à aborder, et que nous, en tout cas, on n'arrive pas à aborder, c'est si, par exemple, je prends un tout petit sous-traitant de la chaîne aéronautique. Donc, il faut savoir qu'il y a 70% des sous-traitants de la chaîne qui sont uniquement dans la chaîne aéronautique. Il y a 30% d'entre eux qui sont monoclients. Donc, vous avez un tout petit sous-traitant, ça fait 20 ans qu'il est monoclient tous les jours. Il appelle la même personne chez son client pour savoir quelle quantité il faut produire. Et demain, s'il veut faire autre chose, ça veut dire qu'il faut qu'il se diversifie, ça veut dire qu'il faut qu'il aille sur le marché, mais il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire un appel d'offres, etc. En plus, il a potentiellement un appareil industriel qui est peut-être un petit peu vétuste, il y a des questions de modernisation et de productivité au sein de la chaîne de sous-traitance. Et donc, la question, c'est comment on fait ça. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on ait absolument les moyens de penser à ce que les sous-traitants ne soient plus captifs de leur donneur d'ordre. Et donc, il faut qu'il y ait des structures qui permettent une certaine flexibilité, non pas dans le travail, mais dans la relation de donneur d'ordre. Donc, par exemple, demain, si j'ai une nouvelle crise sanitaire, plutôt que d'arrêter une partie de la sous-traitance, j'ai un donneur d'ordre alternatif qui peut peut-être prendre le relais et fabriquer autre chose. Exemple du matériel médical. L'industrie aéronautique sait faire beaucoup de choses et elle l'a prouvé par le passé qu'elle pouvait se diversifier. Je vous donne un autre exemple, parce qu'on a parlé des sites industriels. Un exemple qui est moi, que j'aime beaucoup, c'est prenez un aéroport. Un aéroport, il y en a beaucoup en France, hein, il y en a plus de 200. On sent bien qu'il y a un sujet autour des aéroports. Les aéroports, ils vont peut-être pas plus tous servir demain. Bon, un aéroport, c'est un lieu dans lequel vous avez une activité économique. Il y a des réseaux de transport, il y a des gens qui travaillent. C'est suffisamment loin des habitations pour avoir une distance de sécurité. Il y a un truc avec les vents et tout ça. Donc, si on réfléchit 2 secondes, on peut peut-être se dire, c'est quoi le plan B si demain l'aéroport il ferme? Est-ce qu'on va tout raser et faire une usine d'hydrogène qui ne sera pas rentable? Ou est-ce que non, on aura anticipé le fait que
on pourra basculer sur autre chose. Et ça, ce sont des dispositifs auxquels on devrait réfléchir et obliger les pouvoirs publics à avoir un plan B. Ça ne veut pas dire qu'on va le mettre à exécution, mais au moins on a prévu quelque chose. Sinon, la transition sera subie, et une transition subie, ça s'appelle, je ne sais pas, un effondrement, une récession, enfin je ne veux pas faire peur, mais c'est ça qui se décide. Oui, c'est vrai, je vais dans ton sens. Là, on a lu récemment une déclaration de la ministre de l'Industrie qui disait qu'ils étaient allés trop loin dans la délocalisation. Donc avant de fermer des sites, il faut se poser la question du maintien de la localisation en tant que telle. Et surtout aussi se poser la question de l'emploi local, de l'emploi hautement qualifié non délocalisable, ça c'est important aussi, et du rôle sociétal aussi de nos industries sur les territoires. Donc ça c'est déterminant. Pour rebondir sur la remarque précédente concernant les conceptions et les problématiques de recyclage, etc., l'éco-conception doit jouer un rôle majeur dans la conception. Ça, c'est de là qu'il faut partir. Il n'y a pas de recyclage s'il n'y a pas de possibilité de recycler. Si vous avez des matériaux complexés, comme ce que vous disiez, c'est une aberration. Et là, il faut que, d'ailleurs, la France est le champion du monde des REP, hein, donc des éco-organismes en charge de mettre en place ça, mais je pense qu'il faut insister là-dessus auprès des industriels. Un éco-organisme, ça n'est pas qu'un club de metteurs en marché qui s'entend pour, au gré de leurs intérêts, infléchir tel ou tel geste de tri. Non, ça doit être vraiment beaucoup plus volontaire, et on ne doit mettre sur le marché qu'un produit dont on est sûr qu'il puisse être recyclé, et pas jouer sur les mots en disant c'est un ensemble de produits recyclables, mais comme ils sont assemblés, ils ne sont pas recyclables. Donc voilà, et j'ajouterais aussi qu'il faut raisonner le recyclage dans la proximité au travers une filière structurée. D'autres interventions, questions, remarques ? Moi, je voulais juste faire une remarque sur la question de la gouvernance d'entreprise. On a beaucoup à gauche, par exemple dans les programmes électoraux, là vous avez plusieurs programmes où il est question de codétermination, ou de 50% des salariés, enfin 50% de représentants des salariés au conseil d'administration, comme une mesure majeure de démocratisation du travail. Alors on peut discuter sur le fait de savoir si le modèle allemand est particulièrement performant en matière de démocratie, et c'est vrai qu'il y a des avantages. Mais on a vu l'exemple Volkswagen où la codétermination chez Volkswagen n'a absolument pas empêché l'énorme scandale du trucage des tests d'émissions des moteurs diesel, hein, qui s'est fait alors que les ingénieurs évidemment étaient au courant, les syndicats étaient forcément au courant, mais l'intérêt supérieur de l'entreprise a prévalu sur les préoccupations écologiques, environnementales, etc. Donc, notre point de vue, c'est que la codétermination, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais c'est absolument pas suffisant dans le cadre d'un projet de transition écologique, puisqu'il peut y avoir toujours, et très souvent on l'observe, une sorte de collusion entre les salariés, les syndicats et la direction au nom de la défense de l'emploi, de l'intérêt propre de l'entreprise, au détriment éventuellement. Alors, et évidemment, pour beaucoup de salariés, c'est très douloureux, parce qu'en même temps qu'ils sont salariés, ils sont aussi riverains, leurs enfants sont de plus en plus écologistes, eux-mêmes prennent conscience des risques. Donc comment sortir On ne peut pas sortir, enfin, c'est pour ça on ne peut pas en sortir uniquement par la codétermination ou par le partage du pouvoir entre capital et travail. Il faut faire intervenir des acteurs extérieurs à l'entreprise qui vont venir en soutien, disons, de la conscience éthique des salariés, parce que si elle n'est pas renforcée fortement par des alliances de ce type. Et donc c'est ça qui est intéressant, il me semble, dans la démarche. Alors évidemment, la démarche de la Chapelle Darblay, c'est vraiment cette fusion quasiment, disons, de la cause sociale et de la cause écologique, hein, où vraiment on voit bien dans le discours d'Arnaud que leur lutte est portée par cette préoccupation écologique qui n'est pas souvent présente dans les luttes ouvrières de cette façon-là. Donc voilà, donc cette idée de comité travail, santé, environnement, avec intervention des associations extérieures à l'entreprise pour participer au débat sur les choix de production, les orientations stratégiques, ça me paraît tout à fait important et préférable à la codétermination.
Ouais, pour aller un peu dans le même sens et rebondir, là c'est plus de la réflexion par rapport aux différents éléments qui ont été présentés. Il me semble qu'en termes de propositions, ou d'axes en tout cas de travail, il y a un certain nombre d'éléments qui se dessinent. Par exemple, ce qui a été dit sur l'histoire des tableaux de bord par Yves, on voit bien, il y a une difficulté, hein, c'est que d'une certaine manière, on voit bien que les travailleurs sont en première ligne, et Thomas l'a rappelé avec le cas Volkswagen, et en même temps, ça ne sort pas. Bon. Donc il y a cette proposition de ces HSCTE, voilà, qui est dans la discussion. Il me semble que ça pose aussi la question du secret. On est obligé de travailler sur la question du secret. Et la question de la protection des lanceurs d'alerte. C'est dans le débat, mais on s'en est pas réemparé sous l'angle finalement des questions du travail, ou assez peu en tout cas dernièrement, alors qu'on voit bien qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire comment est-ce qu'on permet justement de la diffusion d'informations qui sont directement issues des conditions de production, des choix industriels, et qui de fait ont des impacts au-delà simplement de la ligne de production elle-même et de l'entreprise, mais qui ont des répercussions sociales. Il y a la question aussi du côté du CHSCT, ou enfin en tout cas des instances renouvelées. Je pense qu'il faut reprendre la discussion aussi autour de la question des informations. On ne peut pas rester... Aujourd'hui, il y a un droit à information des représentants du personnel à travers les procédures d'information et consultation qui est relativement restreint quand même, qui ne porte pas sur tout, de même que la problématique aussi finalement du champ de prérogatives de l'instance, elle se pose. Par exemple, on a réévoqué dans les propositions qu'on a fait la question des droits de veto. Est-ce qu'il faut instaurer des droits de veto sur des choix industriels ? C'est une question qu'on n'a pas reprise. De quelle instance, à quel niveau, sur quoi, quelles limites ? Il me semble que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi pouvoir retravailler autour de ça. Est-ce qu'on doit permettre un droit de veto des instances, par exemple, sur des choix de reconversion qui seraient pas compatibles avec le scénario de transition, enfin les contraintes de transition qui sont dessinées. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'information et d'obligation d'information de la part des directions d'entreprise ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi du côté de l'expertise ? Par exemple, les représentants du personnel et les instances représentatives du personnel ont des droits à expertise. Le CSE renouvelé, on en parlera peut-être dans la table ronde suivante, mais le CSE qui a été mis en place à la suite des ordonnances Macron en fusion des précédentes instances, a conservé les droits à expertise, mais dans les droits à expertise, il y a une expertise stratégique. Ce n'est pas tout à fait du même ordre qu'une expertise prospective, une étude prospective par exemple. Donc il y a une possibilité pour les instances de mener des études libres, donc qui pourraient permettre éventuellement de lancer des études prospectives un peu par rapport aux scénarios alternatifs qui pourraient se dessiner mais c'est sur la base des fonds propres de l'instance qui peuvent être très limités. Donc instaurer par exemple un droit à expertise prospective financé par l'employeur comme ça se fait à travers les expertises santé-travail, ou en tout cas risque grave. Voilà, est-ce que ça peut être une piste aussi de discussion ? C'est-à-dire il faut aussi outiller de fait à l'intérieur de l'entreprise d'autres acteurs que la direction pour pouvoir aussi permettre ce débat et cette confrontation autour des enjeux qui se dessinent. Et puis, il y a, par rapport à ce qui a été dit sur la conversion des sites, moi je pense que là on est sur un débat sur la reconversion et les problématiques d'emploi, mais la question aussi c'est le lien, c'est la question du travail, c'est-à-dire c'est pas tout à fait la même question à mon sens. C'est-à-dire que moi je suis assez preneur de l'idée par exemple qu'il y a la sous-traitance dans l'aéronautique peut facilement se reconvertir sur d'autres types d'industries en s'adressant à d'autres donneurs d'ordre, par exemple sur des produits médicaux, etc. Est-ce qu'il y a des exemples concrets ? Parce que derrière, c'est quand même, d'abord, c'est de l'adaptation de l'outil industriel, puis c'est aussi la question des compétences associées, d'une expérience aussi qu'il faut pouvoir se développer, etc. Donc je ne suis pas sûr que ça aille de soi. Voilà. Mais du coup, sur les histoires de reconversion de sites, il y a une question aussi qui est comment est-ce qu'on peut... Je n'ai pas d'idée claire là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut capitaliser ou rendre compte des compétences et des expériences menées à travers du travail industriel dans des entreprises, dans des sites, et comment ça peut servir éventuellement au redéploiement. Enfin, comment est-ce qu'on peut accompagner, disons, ces histoires de reconversion à travers le repérage
et l'utilisation d'expériences passées, de compétences précises accumulées à travers le travail qui pourraient être réinvesties ailleurs. Là, je n'ai pas d'idée, mais je pense que c'est une question de fond. C'est-à-dire, sinon, le risque, c'est qu'on place des travailleurs en situation qu'on leur dise, en gros, on va fermer, on va couper, on va arrêter vos emplois, et puis vous inquiétez pas, il y a une autre activité qui va se redessiner à côté, mais ils n'y auront pas accès parce qu'ils n'auront pas forcément les compétences associées, une expérience nécessaire, voilà, toute une série d'éléments comme ça qui, du côté du travail, les collectifs de travail, comment ils pourraient être investis, toutes ces questions-là ne sont pas traitées. Alors je ne sais pas si on peut le faire, s'il y a des expériences un peu concrètes qui ont été menées en ce sens, mais il me semble que ça fait vraiment partie du décor. Voilà. Alors c'est un peu confus, mais parce que du coup, c'est vraiment quelque chose de work in progress. Et juste une remarque en passant, je me souviens, Arnaud, je crois que tu m'avais dit que c'était Cafi Alpha qui avait fait votre expertise et qu'il n'y avait pas grand-chose sur les aspects écologiques. Ils n'étaient pas vraiment compétents pour... C'est toi qui avais dû faire des calculs. Oui, moi je voulais intervenir sur les questions de ce que ne vont pas manquer de provoquer la transition écologique, la transition énergétique sur le travail et sur la nature des activités économiques. Si vous prenez la nomenclature NAF, vous savez, cette nomenclature des activités économiques en France, si vous regardez la nomenclature détaillée, ça fait 1000 pages. Vous avez 1000 pages d'activités qui existent économiques en France. Et on se rend bien compte que certaines seront en croissance et d'autres devront être en décroissance. Alors moi, je ne suis pas croissant ni décroissant. En termes de PIB, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a des choix à faire. On est vraiment à la croisée des chemins. Et effectivement, il va y avoir des activités qu'il va falloir faire décroître et puis d'autres croître, comme le soin dont on parlait ce matin. Donc voilà tout. Et au final, le but, c'est d'arriver à un plein emploi. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la bande dessinée qui s'appelle le choix du chômage, qui vient de sortir, là, écrit par le journaliste Benoît Colomba. C'est très intéressant. Nous, on doit faire, je pense, le choix du plein emploi. Et puis refuser à chaque fois qu'on voudrait améliorer les choses, dépenser un peu d'argent pour améliorer un processus industriel pour qu'il pollue moins, on nous fait tout de suite le chantage à la productivité et donc à la fermeture, à la délocalisation, etc. Je crois que les transitions dont on parle vont amener à la fois à des relocalisations, à plus de circuits courts et à de la reconversion professionnelle et puis à de la sobriété aussi. Je pense que ça fait partie de la solution. Alors, reconversion, ça peut être par exemple dans le domaine du transport de marchandises, moins de camions, plus de wagons, mais c'est le choix inverse qui a été fait depuis au moins 20 ans. Voilà. Mais donc, de la reconversion professionnelle, ça a toujours existé, la reconversion professionnelle, à part sur les métiers peut-être les plus artisanaux qui n'évoluent pas beaucoup, mais il en faudra de toute manière de la reconversion. Et donc, là, je vais reprendre une revendication de la CGT, c'est d'avoir une sécurité sociale professionnelle qui permet d'être rémunéré sur sa qualification tout au long de sa vie, en étant principalement en activité, en étant au travail, mais aussi en étant, par exemple, pourquoi pas pour 10% sur une carrière de 40 ans, on peut très bien être 4 ans, 10%, en formation professionnelle, en reconversion, en adaptation, etc. Et donc, ça ne doit pas être considéré comme un trauma, mais si on continue à percevoir sa rémunération, et même peut-être à l'issue de sa formation, avoir une élévation de rémunération parce qu'on est encore plus qualifié, etc. Donc, ce n'est pas forcément que négatif. Et j'observe aussi que pendant la crise du Covid, pendant la période où on a eu le chômage partiel extrêmement important, il y a eu, alors ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une sécurité sociale professionnelle, mais malgré tout, des gens ont pu percevoir une rémunération en attente de retrouver leur activité professionnelle qui était rendue impossible avec la crise sanitaire. Et donc, je pense qu'il faut aller vers ce genre de filet protecteur, d'accompagnement de chaque salarié tout au long de sa carrière, et avec des moments effectivement de reconversion, etc., mais qui ne doivent pas être des moments de chômage, des moments traumatisants,
mais penser qu'il va falloir un peu s'adapter. Hein, voilà un petit peu ce que je voulais dire. À propos de la prise de conscience éthique des travailleurs par rapport aux implications de ce qu'ils font sur l'environnement, etc., je pense que, et pour rebondir ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, je pense qu'il faut élargir cette prise de conscience et la partager avec les citoyens, enfin les habitants du monde, les habitants de la Terre finalement. Parce que cette prise de conscience éthique, c'est un acte, comment dire, dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre citoyen et dans le cadre simplement d'être humain. Donc une solution, ce serait quand même d'ouvrir justement, quand Thomas disait qu'il fallait qu'il y ait des alliances externes pour garantir que l'intérêt de l'entreprise ne prime pas sur l'intérêt environnemental malgré tout, même si ce sont les salariés qui prennent les décisions à la limite, hein, ce serait que l'environnement, au moins l'environnement immédiat, soit inclus dans cette prise de conscience, dans cette réflexion et dans les choix de développement industriel ou autre, d'activité des entreprises. Sur la question de la transition, enfin la prise de conscience sur l'impact écologique dans nos professions, moi, une des questions, c'est comment on diffuse à chaque fois ces constats, puisque d'un point de vue citoyen, c'est ce qui vient d'être évoqué, il y avait les questions du secret de l'entreprise, les questions de comment on accède à ces informations, si on les divulgue ou si on les divulgue pas. Sauf qu'à un moment, il faut que toutes ces informations aussi, elles traversent toutes les strates. Et l'exemple qui a été donné de la personne qui constate finalement que c'est pas recyclable ce qu'elle fait, son moyen d'agir, il est limité. Ma tâche, c'est celle-ci, pour avoir une activité qui me rapporte de l'argent, puisque c'est quand même aussi une des finalités du travail. Hein. C'est pas uniquement l'épanouissement, c'est à la fin de cette tâche, j'ai un salaire. Quel est le moyen d'agir et comment on implique tout le monde? Parce que c'est un raisonnement éthique qui est nécessaire, mais à partir de quand on va faire naître ce raisonnement pour sa tâche quotidienne, et comment on fait aussi cette préparation pour les futurs travailleurs aujourd'hui? Est-ce que ça s'implique? Est-ce que les nouveaux travailleurs qui vont arriver sur le marché du travail, ils sont sensibilisés, ou ils sont tous mis dans des pôles de superbes projets d'éthique, d'efficacité, de rentabilité, de projets selon les normes européennes, françaises, etc. Puisqu'il y a ça aussi, ce qui fait que ce sont des travailleurs qui ne se croisent pas, il n'y a pas d'échange. Et comment on fait en sorte que ça se devienne une vraie implication de l'ensemble d'une société, quoi. Je m'auto-attribue la parole 2 minutes, et puis Annie voulait aussi, puis après peut-être vous pouvez rebondir. Juste sur cette question qui, à mon avis, et je suis d'accord avec Julien, et puis Benoît, et puis d'autres, en fait, de la reconversion, penser la reconversion à partir du travail, et de l'expérience aussi des travailleurs et des travailleuses, et puis aussi ce rapport entre travail, entre l'intérieur du travail et puis l'environnement immédiat. Moi, j'aime bien prendre l'exemple que peut-être certains connaissent à ce sujet, qui est en Grèce, l'exemple de Viomé, donc une entreprise reprise par ses travailleurs en autogestion, qui a fait une reconversion vers une activité écologique. Et pour aller très vite, qu'est-ce qui a permis ça? Ce qui a permis ça, en réalité, donc c'est intéressant, parce que c'est tout petit, micro, hein, mais en réalité, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc c'était une industrie métallurgique avec notamment une petite dimension chimique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reprend en
en autogestion sans les ingénieurs qui sont partis, donc avec les ouvriers qui se retrouvent avec des moyens de production qui ne savent pas faire fonctionner. Et ce qui a été décisif en fait pour la reconversion vers une activité de produits ménagers bio, c'est tout simplement l'expression de besoins des soutiens en fait. Les soutiens militants de la ville, les soutiens militants syndicaux, politiques aussi, et bien au bout d'un moment on dit on vous aide à reprendre l'outil de production, à reprendre votre activité, à continuer, on vous aide dans la bataille juridique, mais peut-être que ce que vous pourriez faire pourrait nous être utile à nous. Et donc cette question, et donc en disant ce qui nous serait utile, c'est des produits ménagers bio très peu chers. Voilà. Et donc ils se sont mobilisés ensemble autour de cette question. Et quand on parlait là de la dernière proposition des institutions mixtes travailleurs usagers, ça peut paraître très, très éloigné de ce qui existe aujourd'hui, mais en fait la logique elle est assez simple en réalité. Dans plein de batailles il y a ça, et peut-être et Annie par exemple sur la question de la santé au travail, vu ça plein de fois. La question est assez simple. Quand les travailleurs et les usagers luttent ensemble, eh bien, ça permet aussi d'exprimer des besoins auxquels le travail, et notamment la reconversion, doit pouvoir répondre. Et poser la question aussi de qu'est-ce qui motive en fait à ça. Il y a le constat écologique, peut-être général, la conscience écologique. Puis il y a aussi, qui peut être un peu abstraite aussi pour certaines, il faut être très politisé pour avoir cette idée qu'on peut contribuer en fait à une transition, une révolution écologique comme un grand projet. Mais il y a aussi l'expression de gens qui en ont besoin et avec qui on est déjà dans une forme de travail. Voilà. C'est juste pour rebondir là-dessus, y compris par rapport à l'intervention de Thomas, puis la dernière de Julien, puis la dernière intervention. Moi, je voulais prendre l'exemple de la seule substance qu'on a vraiment pu faire interdire à la fin des années 90, après des luttes syndicales qui ont commencé pour la France dans les années 70, mais bien avant en Angleterre, aux États-Unis, etc. Parce que il me semble qu'il y a quand même des ingrédients qui sont justement très utiles par rapport à ces questions à la fois d'articulation entre mouvement syndical et mouvement citoyen, et la question aussi non seulement de la formation, mais de l'accès au savoir et du droit au savoir. Parce qu'en fait, dans l'amiante, pourquoi est-ce que ça a mis si longtemps ? Parce que l'information sur les risques liés à l'amiante a été totalement confisquée par les industriels pendant presque un siècle. Et il a fallu vraiment des bagarres associant différents types d'acteurs, notamment des scientifiques, des médecins, des syndicalistes, des citoyens, pour qu'à un moment donné s'impose, alors pays par pays, malheureusement ça n'a pas du tout été une connaissance universelle qui s'est imposée à tous. Les industriels ont été très habiles à utiliser le double standard, c'est-à-dire dès que l'amiante était réglementé ou interdit dans un pays, ils allaient voir dans un autre. Et de ce point de vue-là, la France a fait très fort, puisque au moment où commençaient les luttes en France sur l'amiante, Saint-Gobain et Eternit Suisse sont allés ouvrir la plus grande mine d'amiante en Amérique latine, qui est devenue le 3e producteur mondial. Et en fait, c'est les intérêts français et suisses qui sont devenus les premiers intérêts mondiaux de l'amiante en quelque sorte. Et ce processus-là, on le retrouve évidemment à petite échelle dans tout ce qui est sous-traitance aujourd'hui en France, puisqu'on sait très bien que les droits des travailleurs acquis avec l'interdiction de l'amiante, avec toutes les luttes qu'il y a eu sur la reconnaissance en maladie professionnelle, la cessation anticipée d'activité donc liée à l'amiante, et y compris une meilleure prévention sur les chantiers de désamiantage, puisqu'il reste beaucoup d'amiante. Tous ces droits se déclinent dans une forme de division du travail, des risques et des droits, qui fait que autant les entreprises donneuses d'ordre, y compris de la sidérurgie, des chantiers navals, etc., ont réussi à obtenir pour leurs salariés, enfin, les salariés ont obtenu le droit
à la cessation anticipée d'activité, mais par les sous-traitants. La faute inexcusable de l'employeur après maladie professionnelle, la même chose. Les salariés des donneurs d'ordre l'ont obtenue parce qu'elle était indéniable. Les sous-traitants n'ont pas obtenu, évidemment, la faute inexcusable du donneur d'ordre. Donc, on voit bien que, en fait, c'est un peu toutes ces dimensions, à la fois du point de vue de l'articulation entre travail syndical et travail citoyen, mais aussi la question du droit au savoir, de l'accès au droit, des possibilités de recours au droit qui sont à vraiment réfléchir quand on parle de transition écologique, parce que finalement, ça touche absolument à tout ce qui fait le cœur du travail, mais aussi le cœur du travail dans la cité. Juste quelques remarques. C'est vrai que ce que disait Thomas, le soutien de la conscience éthique des salariés est important. Il faut faire cependant, je pense, attention aux gadgets qui sont mis en place dans les entreprises aujourd'hui, comme la journée qui permet à chacun des salariés d'aller œuvrer auprès de l'association qui l'affecte. En faisant ça, ça l'écarte un peu des préoccupations de son entreprise et elle revient et tout le monde est content. Et voilà, donc il faut quand même se méfier de ça, comme se méfier également des bilans RSE qui sont faits par convenance, où là, je pense qu'il faut donner du sens, redonner du sens et le sens en remettant l'importance là où c'est important, en revoyant les indicateurs, non pas seulement vis-à-vis de l'entreprise sur son environnement proche, mais peut-être plus largement au sein d'un territoire. Et sur Rouen, on a eu l'occasion avec Lubrizol de pouvoir le mesurer. Après, sur l'expertise et sur l'accès au droit au savoir, ça c'est important, c'est déterminant, je dirais. C'est déterminant que les salariés des unités de production puissent discuter de manière plus facile avec les salariés éventuellement dans des postes d'achat ou dans des postes d'ingénierie. C'est important que les deux mondes se croisent beaucoup plus, interagissent beaucoup plus. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, à Chapelle-Limblay d'avancer fortement. C'est important de donner au CSE, au CHSCT, enfin au CSE en tout cas, les moyens aussi d'agir. Nous, dans le cadre du PSE, je sais que la discussion et la négociation a été âpre. On a pu négocier un plan de financement. On a pu négocier donc de nos études, enfin d'une partie de nos études. On a pu négocier aussi, en cas de fermeture, vous avez une convention de revitalisation qui est signée avec le territoire. On a pu peser aussi dedans de manière à flécher les fonds et que ces fonds servent avant tout à la réindustrialisation du site. Donc, ce qui est important, c'est vraiment redonner toute la responsabilité, tout le poids aux instances représentatives du personnel. Et c'est ce qui nous a permis aussi de gagner des délais. Les délais, c'est important. Les délais qui, en cas de cession, là, en l'occurrence, ce qui nous a permis de mettre le pied dans la porte et de bloquer le projet, c'est qu'on a interpellé les IRP pour avis. Bien évidemment, notre avis ne pèse absolument pas, mais ça nous a permis de repousser de 3 mois le délai qui aurait dû permettre une réalisation de la vente très rapide et fermer le débat quasi immédiatement. Voilà, enfin, c'était des remarques. Donc attention aux mesures gadgets et puis effectivement renforcer les dispositifs existants. Alors, oui, il y a des exemples donc on pourra en reparler après si vous le souhaitez. Moi, je pense que le droit à la formation et à l'instruction des salariés et des citoyens est fondamental à partir du moment où on s'organise pour accueillir ce que des citoyens ou des salariés formés pourraient produire. L'exemple l'exemple récent qu'on a, c'est qu'on a permis à 150 citoyens d'être formés sur des questions environnementales et de faire des propositions. Et ces propositions sont, je pense à la Convention citoyenne pour le climat, et ces propositions sont globalement restées lettres mortes. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais sur les mesures gadgets. La question, peut-être une lueur d'espoir sur la question que vous posez sur comment est-ce qu'on fait un peu embrayer tout ça, mais il y a des propositions qui sont faites dans le monde de la comptabilité. Alors vous savez que la comptabilité, c'est sans doute le langage commun de toutes les entreprises du monde. Donc les normes comptables changent d'un pays à l'autre, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un actif et un passif. Et donc le passif, en général, c'est ce que vous devez, soit à vos actionnaires, soit à vos créanciers.
Et donc quand l'entreprise fait faillite, eh ben, on s'arrange pour rembourser en priorité les personnes qu'on estime lésées, c'est-à-dire les actionnaires et les créanciers. Et donc on vient réparer le tort qui leur avait été fait. Et en fait, les propositions qui sont faites, c'est de faire des comptabilités en triple capital, où on compte le tort qu'on fait aux humains et le tort qu'on fait à l'environnement, puisque jusqu'à présent, eh bien, c'est le travail humain qu'on rémunère pour extraire les ressources de la nature, mais personne ne paye pour avoir le droit d'exploiter un champ de pétrole, une mine de lithium, une mine de charbon, etc. Et donc la défiguration, je pense par exemple aux mines en Allemagne à ciel ouvert, qui sont des mines, vous savez, qui se déplacent, et qui exproprient des villages entiers. Personne ne paye, alors on paye peut-être les gens pour avoir le droit de les exproprier, mais personne ne paye réparation à l'environnement pour le dommage qui a été subi. Et donc, une des voies possibles serait d'aligner les entreprises sur une comptabilité qui permettrait de réparer autre chose que les créanciers et les actionnaires. Ouais, c'est une intervention sur la question du fait de la mobilisation d'un certain nombre de jeunes qui entrent dans le milieu du travail, qui sont soit étudiants, pas mal dans les milieux ingénieurs, qui se constituent en association, etc., et interpellent à la fois leurs écoles, leurs éventuels futurs employeurs, leurs employeurs aussi, sur l'enseignement des questions écologiques et la prise en compte des questions écologiques dans la production. Et c'est pas seulement là, pour le coup, effectivement, c'est pas la touillette à la machine à café, quoi. Là, pour le coup, on est sur les enjeux, quels enjeux. Et en fait, il y a dans cette question de la pénurie de main-d'œuvre, et puis des batailles d'attractivité entre les boîtes, mine de rien, la question de la prise en compte des questions écologiques, pour attirer des plus jeunes générations, il n'y aura pas moyen de faire autrement, parce qu'effectivement, ça commence à rentrer dans les préoccupations fortes. Et après, dans les boîtes, il y a un réseau qui s'est monté, qui s'appelle les collectifs, où c'est pareil, des salariés engagés dans leur boîte. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment être du cosmétique total, des trucs, effectivement, entre guillemets, à la con, mais ça peut être aussi chez certains des gens qui peuvent être pas forcément plus dans des démarches, je dirais, réformistes, ou d'accompagnement, mais qui vont quand même être aller poser les questions de la finalité, des conditions de production, etc. Donc je pense que le mouvement syndical et les grandes organisations syndicales, elles ont vraiment intérêt à pas louper le coche, parce que cette question de la préoccupation écologique, c'est comme la question du travail, une des questions majeures là, dans les prochaines années, pas pour rien d'ailleurs. Et puis sur les exemples, parce qu'on en parlait avec la copine à côté, des exemples assez extraordinaires qui doivent nous inspirer, c'est l'exemple de Thales, où les militants de la CGT Thales se sont dit que en fait, travailler dans le secteur des armes, c'était pas forcément d'un point de vue... ça ne les satisfaisait pas, et qu'il y avait possibilité de favoriser une réorientation des productions vers des choses socialement utiles, et notamment vers les techniques militaires. Et en fait, c'était extrêmement utile pour l'imagerie médicale, et donc réorienter la production vers des activités socialement utiles. Voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut trouver décrit sur ce qu'on produit, c'est sur le site du Shift Project, puisqu'on travaille sur le site du Shift Project. Mais je vais vous donner une carte, comme ça vous... voilà, puis c'est pas, le Shift s'intéresse à beaucoup plus que la transition du monde aéronautique, et travaille aussi sur des questions d'emploi et de financement de la transition. Donc je vous invite à aller voir le reste de leurs travaux. Alors, pour les publications concernant Chapelle Darblay, il y a le blog des salariés, donc qui est tenu en actualité, qui apporte de l'information pour dire là où nous en sommes. On n'a pas encore fait de restitution, mais c'est en cours. Marianne nous suit. Enfin, il y a une documentation, un effort de documentation qui est fait pour la postérité, on va dire, mais en tout cas pour justement revenir sur l'ensemble des étapes importantes qui ont fait qu'aujourd'hui, même si le droit de veto n'existe pas, on a réussi à imposer, quelque part, à mettre en œuvre une préemption qui permettra d'aller là où nous voulons aller, mais ce sera fait dans les mois à venir.